Bienvenue sur Africamat Multimédia. Nous avons le plaisir de vous inviter à suivre cette première présentation qui est contribution de l'Afrique à l'essor de l'Europe. Alors, nous allons prendre l'exemple de la sculpture. Néanmoins, en avant-propos, nous allons prendre le temps d'étudier le retard de l'Europe par rapport à l'Afrique noire dans l'Antiquité et d'apprécier le testament des anciens Européens notamment. Nous commençons donc par Jean-François Champollion, qui est un égyptologue et un linguiste français né à Figeac, 1790-1832. Lors de son voyage en Égypte, Jean-François Champollion, qui est notamment célèbre pour avoir compris le fonctionnement de l'écriture hiéroglyphique, découvre avec une grande stupéfaction que les fresques réalisées dans les tombes royales de la vallée de Biban el-Moulouk présentent un certain nombre de bas-reliefs dans lesquels on s'aperçoit que les Égyptiens avaient classé les peuples de leur époque en fonction de leur degré de civilisation. Ainsi, en analysant particulièrement un bas-relief du pharaon Ouzérié Ier, pharaon du Nouvel Empire, 18e dynastie pharaonique, vers 1580 avant Jésus-Christ, Jean-François Champollion, dans ses notes qu'il délivre à son frère, écrit ceci. Enfin, le dernier a la teinte de peau que nous nommons couleur de chair, ou peau blanche de la nuance la plus délicate. Le nez droit ou légèrement voussé, les yeux bleus, barbe blonde ou rousse, taille haute et très élancée. Vêtu de peau de bœuf, conservant encore son poil, héritage sauvage tatoué sur diverses parties du corps, on le nomme tamou. Je me hâtais de chercher le tableau correspondant à celui-ci dans les autres tombes royales, et en les retrouvant en effet dans plusieurs, les variations que j'y observais me convainquirent pleinement que l'on a voulu figurer ici les habitants des 4 parties du monde selon l'ancien système égyptien, à savoir, premièrement les habitants de l'Égypte, deuxièmement les habitants propres à l'Afrique, troisièmement les Asiatiques, quatrièmement, enfin, j'ai honte de le dire, puisque notre race est la dernière et la plus sauvage de la série, les Européens, qui, à ces époques reculées, il faut être juste, ne faisaient pas trop belle figure dans ce monde. J'ai fait copier et colorier cette curieuse série ethnographique. Je ne m'attendais certainement pas, en arrivant à Biban el-Moulouk, à trouver des sculptures qui pourraient servir de vignettes à l'histoire des habitants primitifs de l'Europe, si on n'a jamais le courage de l'entreprendre. Leur vue a toutefois quelque chose de flatteur et de consolant, puisqu'elle nous fait bien apprécier le chemin que nous avons parcouru depuis. Dans le cadre de cette déclaration de Champollion, nous constatons qu'effectivement, dans l'Antiquité, les Égyptiens anciens avaient réalisé un certain nombre de fresques, qui sont connues de par la communauté égyptologue internationale, et parmi ces fresques, on s'aperçoit que les peuples sont effectivement classés en fonction de leur niveau de développement, à l'époque. Nous sommes en 1580 avant Jésus-Christ. C'est quelque chose de relativement important puisque vous avez ici la possibilité de découvrir les fresques qui ont été vues par Champollion et redessinées par la suite. Alors, chose importante, effectivement, à l'époque, nous avons toute une série de représentations de peuples libyens, de peuples asiatiques, de peuples européens, qui sont ligotés et présents sur les fresques et les bas-reliefs égyptiens. Alors, autre déclaration, elle nous vient de Platon, le philosophe grec, 428-347 avant notre ère. Donc Platon nous a fait une déclaration relativement intéressante dans notre propos, puisque à travers une discussion sur la nature de l'ignorance originelle des Grecs vis-à-vis des sciences du nombre, des mathématiques, de la mesure, contre la géométrie, et de l'astronomie, entre un vieillard athénien répondant à 2 autres vieillards, le crétois Clinias et le lacédémonien Mégile, Platon nous dévoile avec une grande sincérité, « Ô cher Clinias, c'est tardivement qu'on a révélé à moi-même notre habituelle déficience à cet égard. J'eus honte, non seulement pour moi-même, mais pour toute la race hellène. » Il est dommage d'ailleurs que ce mot « honte » revienne régulièrement dans les déclarations des Européens, puisque je ne vois pas véritablement pour quelle raison il y aurait une honte quelconque à avoir reçu, après les autres, un certain nombre de connaissances. Donc il faut y voir aussi, à travers cette façon de voir les choses, peut-être une des explications de l'idéologie coloniale, qui naîtra par la suite. Dans le Timée, toujours Platon, en abordant le voyage du législateur athénien Solon en Égypte, avoue qu'en vérité,
les prêtres égyptiens considéraient les Grecs comme des esprits relativement enfantins, sans aucune tradition historique. Et on le comprend d'ailleurs dans cette déclaration que fait Platon à propos du voyage, effectivement, de Solon en Égypte. Que nous dit Platon? Platon nous dit, donc, comme Solon interrogeait un jour sur les antiquités, donc les prêtres les plus versés en ces matières, donc les prêtres égyptiens, il avait découvert que ni lui, donc ni Solon lui-même, ni aucun autre grec ne savait pour ainsi dire à peu près rien sur de tels sujets. Il supplia les prêtres de lui exposer pas à pas et en détail tout ce qu'il savait de ses compatriotes d'autrefois. Solon, donc qui est un homme d'État athénien, nous sommes 640-558 avant notre ère, qui est devenu l'un des 7 sages de la Grèce ancienne, Platon nous révèle qu'en fait Solon a découvert les antiquités grecques lors de son voyage d'initiation en Égypte. Ce sont donc les prêtres égyptiens qui ont raconté à Solon l'histoire de l'Europe, donc l'histoire, je dirais, primitive entre guillemets de l'Europe. Donc on voit bien que cette deuxième déclaration de Platon montre bien que pour lui, il n'y avait aucun doute que dans les époques reculées, l'Europe n'avait pas encore accès à un certain nombre de connaissances, tandis que d'autres peuples, et notamment là il s'agit de l'Égypte ancienne, donc en particulier donc du peuple égyptien, qui avait lui déjà fait toutes ces découvertes donc bien avant les Grecs anciens. Nous avons encore ici un testament qui nous vient donc du père de l'histoire, le grec Hérodote, qui dans son livre 2, et il nous glisse, il faut savoir qu'Hérodote a effectué donc un long périple en Égypte. Donc Hérodote nous dit, les Égyptiens avaient les premiers découvert le cycle de l'année réparti sur 12 mois et le cours des saisons, ceci disent-ils, en se réglant sur les astres. Donc on s'aperçoit que la première fois que l'homme a pu mesurer le temps, de l'aveu même des Grecs, cette mesure du temps a été effectuée en Égypte. Donc voilà un certain nombre de déclarations, donc auxquelles on peut encore rajouter cette déclaration d'Hérodote, qui montre bien que pour l'esprit du grec, il y avait d'abord une primauté africaine en matière scientifique, et par la même occasion, à travers ces discussions que mettent en scène les Grecs, on voit bien qu'ils sont venus en fait s'informer, s'enquérir d'informations scientifiques auprès des prêtres égyptiens anciens. Nous allons prendre enfin un autre exemple, donc qui est l'exemple du grec Strabon. Donc Strabon qui, dans Géographie livre 17, nous dit « Et si le monde leur doit de savoir », donc en parlant des Égyptiens, donc si le monde leur doit de savoir aujourd'hui combien de fractions de jours il faut rajouter aux 365 jours pleins pour avoir une année complète, écoutez bien la déclaration de Strabon. Strabon dit, livre 17, « Les Grecs ont ignoré la durée vraie de l'année et bien d'autres faits de même nature, jusqu'à ce que des traductions en langue grecque des mémoires des prêtres égyptiens aient répandu ces notions parmi les astronomes modernes. » Ici, on voit bien que pour Strabon, les connaissances scientifiques ont été le fruit de traductions de mémoires scientifiques réalisées donc par les savants de Kémet, donc de l'Égypte ancienne, et ces traductions ont permis donc aux esprits grecs de découvrir des notions, notamment celles citées tout à l'heure par Platon, de géométrie, d'astronomie, de mesure du temps, dont on parlait Hérodote, et beaucoup d'autres choses, vraisemblablement, comme le suggère Platon. Donc, à cette liste donc de peuples ayant servi de source de formation aux Grecs, Strabon rajoute les écrits et les observations des Chaldéens. Donc nous verrons lors d'une prochaine fois le rapport entre l'Afrique ancienne et les Chaldéens. L'historien juif Flavius Joseph, donc 93 de notre ère, s'est retrouvé face à un dilemme, parce que dans une discussion où il souhaitait démontrer l'intériorité des Juifs, il s'est trouvé confronté à un problème de documentation historique. Donc, pour lui, il lui suffisait, dans la logique de sa démarche intellectuelle, de retrouver dans les écrits d'un certain nombre de peuples des passages où il était question des Juifs. Mais le gros problème de Flavius Joseph concerne justement le monde grec, qui, pour lui, et dans l'analyse qu'il a faite de la situation, n'a même pas été en mesure de tenir des annales sur
sa propre histoire même, c'est-à-dire la Grèce antique n'a pas été en mesure de tenir des annales à l'origine donc sur elle-même. Donc à plus forte raison sur les autres peuples. Donc voilà pourquoi, contraint et forcé, il exclut la civilisation grecque du cadre de ses recherches. Donc voilà la déclaration officielle donc de Flavius Josèphe dans Contrapion. Les Grecs n'ont pas dès l'origine tenu des annales officielles. Car non seulement chez les autres Grecs, on négligea de rédiger des annales, mais même chez les Athéniens, qu'on dit autochtones et soucieux d'instruction, on trouve que rien de semblable n'a existé. Que dire en effet des Arcadiens, qui vantent l'ancienneté de leur race? C'est à peine si plus tard encore ils apprirent l'écriture. Le pays de Grèce a essuyé 1000 catastrophes qui ont effacé le souvenir des événements passés, et à mesure qu'ils instituaient de nouvelles civilisations, les hommes de chaque époque croyaient que toute chose commençait avec la leur. C'est tardivement aussi, et difficilement qu'ils connurent l'écriture. En tout cas, ceux qui veulent en reculer l'usage le plus loin se flattent de l'avoir appris des Phéniciens et de Cadmos. Nulle part en Grèce, on ne trouve de récit plus ancien que la poésie d'Homère. Donc Homère, c'est 800 avant notre ère. Donc on voit bien que de l'aveu des Européens anciens, il n'y avait aucune science, aucun corpus scientifique constitué en Europe, et cela, je dirais, avant l'arrivée donc d'un certain nombre de personnalités tardives, c'est-à-dire les Platon, les Thalès, les Pythagore, qui ont avoué eux-mêmes avoir été en Égypte. Nous savons par exemple que Pythagore a passé 22 ans en Égypte, donc à apprendre les mathématiques, à apprendre la langue égyptienne pour traduire les documents donc égyptiens en grec, comme l'a très bien compris Strabon. C'est à partir du moment où il y a eu récupération du savoir constitué par autrui que l'Europe a pu effectivement accéder à la civilisation. Voilà la réalité scientifique de l'histoire de l'Europe. Le reste n'est que fantasmes et romances historiques. Ici, Jean-Pierre Vernant, donc qui est auteur d'un ouvrage Mythes et pensées chez les Grecs, nous dit ceci. Donc c'est le fruit en fait de son analyse donc de la situation historique de la Grèce aux alentours donc du VIe siècle avant notre ère. Il dit voilà. Au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, la pensée astronomique en Grèce ne repose pas encore sur une longue suite d'observations et d'expériences. Elle ne s'appuie pas sur une tradition scientifique établie. Dans la Grèce archaïque, il n'y a pas encore de science constituée. Les Grecs ont donc utilisé des observations, des techniques, des instruments que d'autres avaient mis